Il pensait que c'était un alibi infaillible, un live sur YouTube avec des horodatages et des preuves. Je viens de comprendre que je vais boire et prendre le volant. Dans le jeu, au fait, je ne quitte pas la maison ce soir. Mais il y a quelque chose que cette YouTubeuse a oublié. Ton historique Internet n'est jamais vraiment supprimé. Il avait l'apparence d'un homme chez lui, jouant à Grand Theft Auto, et rien n'indique que tu étais sur cet appareil entre 6 heures du soir et minuit. Et les preuves mènent à une révélation sinistre. Steven, vous êtes arrêté pour meurtre. Ceci est Scandal, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Les fêtes sont généralement un moment à passer avec la famille et les amis, à réfléchir à l'année écoulée et à chérir les moments avec nos proches. Et c'est exactement le message que le YouTuber Stephen McCullough a transmis à ses quelques 37 000 abonnés en décembre 2022. Je n'ai pas beaucoup de proches dans ma vie, mais ceux que j'aime, je les aime de tout mon cœur. Ce fut donc un choc total lorsque la petite amie enceinte de Stephen, Natalie McNally, âgée de 32 ans, a été retrouvée brutalement assassinée dans sa maison en Irlande du Nord. Écoute, tu penses qu'elle est enceinte? Oui, elle n'arrive pas à respirer. Et tu dis qu'elle va bien? S'il te plaît. D'accord? Au début, les détectives ont arrêté Stephen, pensant qu'il était responsable. Mais lorsqu'il a fourni un alibi infaillible de 6 heures grâce à un direct sur YouTube, il a été innocenté en tant que suspect. Ce n'est que plus tard, lorsque les détectives ont examiné de plus près, qu'ils ont découvert une vérité terrifiante. Il disait au monde entier qu'il allait faire un live stream le 18 décembre. Il n'y a aucune activité sur votre appareil entre 6 heures et midi. Le scandale d'aujourd'hui nous emmène à Lurgan, en Irlande du Nord, une grande ville du comté d'Armagh. Lurgan était la ville natale de Natalie McNally, âgée de 32 ans. La famille de Natalie la décrivait comme très aimante. C'était le genre de femme qui était toujours à un coup de fil près. Elle était là pour ses amis et sa famille quand ils avaient besoin d'un petit remontant, quelqu'un qui les soutenait aussi bien dans les mauvais moments que dans les bons. Et c'est exactement ce que Natalie faisait dans la nuit du 18 décembre 2022. Le petit ami de Natalie, Stephen McCullough, a animé un live stream en direct sur YouTube sous le compte Vote Saxton 07. La chaîne comptait plus de 37 000 abonnés et Stéphane diffusait souvent en direct pour eux tout en jouant à des jeux vidéo. Dans l'esprit des fêtes, il a intitulé le stream du 18 décembre Violent Night Christmas. Nathalie et Stéphane s'étaient rencontrés sur Bumble en août 2022 et avaient commencé leur relation peu de temps après. En novembre de la même année, ils avaient annoncé qu'ils attendaient un bébé ensemble, un garçon que Nathalie prévoyait d'appeler Dean. Le 18 décembre 2022, Nathalie, toujours une petite amie attentionnée et aimante, a envoyé un message à Stéphane pour lui souhaiter bonne chance pour son prochain live. À 20h24, elle s'est même connectée sur YouTube pour regarder Stéphane et son live. Elle a probablement vu quelque chose comme ceci. C'est Noël, c'est un moment de partage, tu sais. Alors, tu sais, à chaque fois que je fais une pause, j'envoie un message à un proche, tu sais, ou à un ami, ou juste, tu sais, à un membre de la famille, quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Je peux envoyer un petit message et dire Joyeux Noël, comment ça va? Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu t'es fâché ou simplement quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps parce que, tu sais, c'est la vie. La vie prend le dessus. Envoie-leur un petit message. Allez, joyeux Noël. C'est comme ce que Bill Murray dit à la fin de Scrooged. Tu sais, il n'est jamais trop tard. Il y a quelqu'un qu'on doit appeler. Ou envoyer un texto, je suppose. Ou, je ne sais pas, leur envoyer un message. C'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de proches dans ma vie, mais ceux que j'aime, je les aime de tout mon cœur. Donc, tu sais, au moins j'ai ça pour moi. Ce sont des extraits du véritable direct diffusé par Steven cette nuit-là. Dans le direct, il fait référence à quelques éléments clés, notamment une annonce répétée indiquant que la fonction de chat de Steven ne fonctionnait pas. Eh bien, comme ce logiciel de streaming est un peu défaillant, ça veut dire que je ne peux pas consulter le chat en direct, ce qui est vraiment dommage. Donc, n'hésitez pas à discuter entre vous.
Je pourrais utiliser mon téléphone pour jeter un œil de temps en temps et vérifier, mais j'ai décidé que je déteste un peu les lives où les gens restent assis à lire les commentaires et disent « Mon Dieu, pour l'amour de Dieu, posez-moi des questions, mec ». Si je reste trop sur mon téléphone, je finirai par faire défiler TikTok. Et le temps que j'ai perdu à faire défiler TikTok est incroyable. Donc oui, le téléphone est rangé. Je ne peux pas regarder le chat en direct pour une foutue raison, parce que si je le fais, tout se fige et OBS plante complètement. Voilà, oui. Je dois mettre de côté mon anxiété sur le fait que le stream plante, sinon ça va affecter tout le reste. Mais oui, si vous avez des questions, des commentaires, des avis ou quoi que ce soit dans ce genre, tant pis. Ce que je veux que ce soit, tu vois, c'est... Tu te souviens quand tu regardais Big Brother à l'époque, quand E4 diffusait un live toute la nuit et que c'était juste des images en direct de la maison? Ça va être un peu comme ça. Donc, tu vois, tu peux venir repartir, ce genre de choses. Et pendant ce temps, je vais juste me concentrer sur le jeu. Tout va bien, tout va bien. C'est vraiment important parce que quand les créateurs font des lives, ils peuvent interagir, discuter et lire les commentaires de leurs abonnés. Ils peuvent réagir en temps réel. Mais Steven dit que son chat ne fonctionnait pas ce jour-là. Il va même plus loin et quitte le live après quelques heures pour montrer qu'il fait une pause. Bref, je reviens dans 5 ou 10 minutes. Alors allez vous chercher quelque chose à manger. Est-ce que tout cela n'est qu'une excuse pour renforcer son alibi? Certains des sujets que Stéphane aborde sont aussi étranges, y compris la brutalité policière. Comme je l'ai lu quelque part récemment, les effectifs de police que nous avons perdus au cours des 12 dernières années est tout simplement effrayante. Et il n'est pas étonnant que la criminalité soit en hausse. Voilà pourquoi je préfère commettre des crimes seulement dans un jeu vidéo. Ça simplifie les choses, mon pote. À un moment donné, Stéphane fait même référence au fait de maquiller un crime en accident avant de prononcer le nom de Nathalie pendant le direct. Ouais, c'est de la physique. C'est ce qui se passerait dans le monde réel. Absa ne joue pas du tout de cette façon. Pas vraiment. Le stream dure environ 6 heures, jusqu'à ce que Steven termine le direct avec ceci. Je pense que je vais conclure ce stream alors qu'aucun d'entre vous ne regarde. En disant simplement « Joyeux Noël à tous ». C'est une période qu'on attend avec impatience et qui nous enthousiasme quand on est jeune. Et puis, en vieillissant, on devient beaucoup plus cynique et tout ça. Et ensuite, on atteint un stade où on se rend compte que ce n'est plus nous qui comptons. C'est à propos de la jeune génération. C'est à propos de garder cet amour vivant et de le transmettre. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire plus que toute autre chose. Environ 24 heures plus tard, après être resté sans nouvelles de Nathalie, Stéphane se rend chez elle à Lurgan. Et c'est là qu'il découvre son corps et appelle le numéro d'urgence 999. Désolée, la patiente respire-t-elle? Non. Elle est froide, d'accord. Écoutez, quelle est l'adresse de l'urgence, s'il vous plaît? Appelez la police, appelez la police. Écoute, tu penses qu'elle est enceinte? Oui. J'arrive pas à respirer. Et tu dis qu'elle est cool, s'il te plaît? D'accord. Écoute-moi. Je vais t'aider, d'accord? Tu restes en ligne avec moi, d'accord? D'accord. D'accord. Si un défibrillateur est disponible, demandez à quelqu'un d'aller le chercher immédiatement au cas où il serait nécessaire ici. Prévenez-moi dès que vous l'avez, d'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre est avec vous? Alors allez chercher un défibrillateur. Non, il y a du sang partout. Écoutez, je suis organisée et je vous aide. Restez en ligne, je vous dirai quoi faire. Nathalie a été violemment battue, poignardée à plusieurs reprises, dont un coup porté au niveau de la veine jugulaire. Un médecin légiste détermine plus tard qu'elle a plusieurs os cassés dans le cou, ce qui indique qu'elle a également été étranglée. En plus de tout cela, Nathalie présente un traumatisme crânien causé par un objet contondant, ce qui signifie qu'elle a été frappée au moins 5 fois au visage et au cou. Tragiquement, Nathalie et son fils à naître, Dean, sont tous les deux déclarés morts et une enquête pour meurtre est rapidement ouverte. Immédiatement, les enquêteurs se tournent vers Steven. Il est arrêté assez tôt, mais rapidement relâché lorsqu'il fournit un alibi, le live de 6 heures sur YouTube qui détourne rapidement les enquêteurs de sa piste.
Pendant ce temps, Stéphane joue le rôle du petit ami dévasté, pleurant ouvertement lors de la veillée funèbre de Nathalie, réalisant et publiant une vidéo commémorative sur cette perte, et allant même jusqu'à orienter les enquêteurs vers son ex-petit ami comme possible suspect. Malgré tout, certains enquêteurs ont un étrange pressentiment à propos de Stéphane. Ainsi, malgré cet alibi diffusé en direct, ils vérifient où se trouvait Stéphane au moment du meurtre et arrivent rapidement à une sinistre conclusion. La diffusion en direct que Stéphane a publiée la nuit du meurtre de Nathalie n'était pas du tout en direct. En fait, des experts en technologie ont pu déterminer que Stéphane avait enregistré toute la séquence bien avant la nuit où elle a été publiée. Tu te rappelles quand Stéphane disait que le chat ne marchait pas? Je suis surpris de ne pas pouvoir utiliser mon téléphone pour vérifier les commentaires du live, car je crains que cela interfère avec ma connexion Internet et avec ce live. Donc c'est bien, non? Ce n'est pas que le chat ne fonctionnait pas, c'est que la vidéo était enregistrée. Il n'y a aucun moyen de prévoir ce que les spectateurs écriraient dans le chat. Alors, il a juste fait semblant que ça ne marchait pas. Ça veut dire que quand Stéphane a prétendu être en direct, en réalité, il mettait fin à la vie de Nathalie à la place. À partir de 4 heures, le dimanche 18 décembre, Stéphane. Donc vous étudiez la vidéo, laissez-la simplement au début. Donc à partir de 16 heures seulement le 18 décembre, il disait au monde entier qu'il allait diffuser en direct dans le live stream de 6h à minuit. Il avait envoyé un post sur Twitter et un post sur Instagram disant qu'il ferait un live streaming, le live gaming de Noël, Violent Night, plein de streaming. Il donne l'impression d'être chez lui. En jouant à Grand Theft Auto, assis, il est assis sur votre appareil. Maintenant, votre appareil a été examiné. Je te verrai dès que ce sera fini. Et rien n'indique que vous étiez sur cet appareil entre 6h et minuit. Le 18 décembre, il n'y a aucune activité sur votre appareil entre 6h et minuit. Les enquêteurs ont rapidement découvert qu'à 16h00 le 18 décembre, le jour du meurtre de Nathalie, Stéphane avait programmé le direct à 18h00. La vidéo préenregistrée est diffusée en direct, et seulement une demi-heure plus tard, à 18h36, Stéphane est filmé par une caméra de surveillance quittant son domicile déguisé. Peu après, il apparaît sur une vidéo dans un bus allant chez Nathalie. Plus tard, la caméra de la sonnette montre Stéphane s'approchant de la maison de Nathalie vers 20h51. Près d'une heure plus tard, à 21h31, Stéphane est filmé par la même caméra de sonnette, cette fois en train de quitter la maison de Nathalie. Après cela, on le voit héler un taxi et fuir la scène du crime en direction de son propre domicile. Il faudra environ 24 heures de plus avant que Stéphane ne retourne sur les lieux du crime, faisant semblant de découvrir le corps de Nathalie et appelant le numéro d'urgence 911. Lorsque les enquêteurs rassemblent enfin toutes ces informations, Stéphane est arrêté pour la deuxième fois le 31 janvier 2023. Stéphane, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais je dois vous avertir que si vous ne mentionnez pas lors de l'interrogatoire quelque chose sur lequel vous comptez plus tard devant le tribunal, cela pourrait nuire à votre défense. Si vous dites quelque chose, cela pourra être retenu comme preuve. Voilà. Attends, Stéphane, les sutures. Au sujet de toute cette affaire, le service de police d'Irlande du Nord a publié un communiqué dont voici un extrait. McCulloch était très confiant d'échapper à la justice pour cela et jouait le rôle de la victime, au sein de son groupe d'amis, auprès de la famille McNally et du public à Lurgan. Cette jeune femme, une fille et une sœur très aimée, était enceinte de 15 semaines et se réjouissait de préparer le reste de sa vie en tant que mère. Ici, il a mené une attaque soutenue et d'une violence choquante qui a coûté la vie à Nathalie et à son fils à naître. Cette attaque a bouleversé toute la communauté.
Non seulement elle était d'une brutalité bouleversante, mais elle avait aussi été méticuleusement et froidement préméditée. Une famille aimante est accablée d'un chagrin inimaginable. Ils ont perdu leur chère Nathalie et le petit garçon qu'ils désiraient tant accueillir dans leur famille. Stéphane a finalement été inculpé d'un seul chef de meurtre, car l'Irlande du Nord ne prévoit pas d'accusation distincte pour le féticide. Stéphane a plaidé non coupable de l'accusation et son procès a débuté le 16 février 2026 à la Crown Court de Belfast. Il a duré environ 6 semaines avant qu'un jury de 12 personnes ne rende un verdict unanime de culpabilité. Le 3 juin de cette année, un juge a décidé qu'il devait purger une peine minimale de 31 ans de prison. Nous connaissons donc l'issue de l'affaire. Mais comment en est-on arrivé là? Je veux approfondir tout cela. Et pour ça, accueillons notre invité du jour. C'est une amie de l'émission et avocate internationale, David Todefiore. David, ravi de te voir, merci d'être venu. Scandale, comme toujours. Et revenons un peu en arrière, avant tout prononcé de peine, avant toute déclaration de culpabilité. Au tout début, nous avons cette femme, Nathalie, 32 ans, qui est retrouvée assassinée. Et il y a une phrase qu'on répète souvent dans le milieu du true crime, je suppose. C'est toujours le mari, toujours le petit ami, toujours le partenaire. Penses-tu que les enquêteurs commenceraient alors par examiner le compagnon? Je pense que oui. Et il est à noter que l'accusé le savait aussi, et il a donc essayé de rejeter la faute sur son ex-petit ami, et cela faisait partie de la stratégie de diversion qu'il a utilisée. Mais il a été arrêté 2 fois, donc à l'origine il a été arrêté tout de suite, apparemment après qu'il soit venu dans son appartement où se trouvait le corps. Et ils ont dû voir quelque chose qui leur a suggéré cela. Bien qu'il prétendait qu'il venait juste d'arriver et de la trouver, il pensait qu'il avait peut-être commis le meurtre. Et ensuite, comme vous en avez probablement déjà parlé, il a utilisé cette méthode pour se créer un alibi. Et ensuite, il a été arrêté de nouveau bien plus tard, donc la police semblait être focalisée sur lui depuis le début. L'alibi les a convaincus au départ que ce n'était pas lui. Ils ont également mené une enquête approfondie sur cet ex-petit ami qu'il avait désigné du doigt, et cela les a finalement ramenés vers lui. D'accord, il faut qu'on parle de l'alibi parce que c'est un peu fou. Tu as mentionné, donc Stéphane, le petit ami, il est arrêté tout de suite, les enquêteurs pensent que c'est lui. Ensuite, il dit « Attendez, ne raccrochez pas, j'ai un alibi de 6 heures. Je faisais un live sur YouTube. » Alors, ils vérifient et disent « Oui, tu étais en direct sur YouTube. Donc, tu ne pouvais pas commettre le meurtre à ce moment-là. » Super, tout va bien pour l'instant. Bien sûr, il y a quelques failles dans cette histoire, ce qui mènera à son arrestation. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il soit allé aussi loin pour se créer un alibi? Je veux dire, il a passé 6 heures à faire ce live, ce qui pour moi crie la préméditation. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est très unique, évidemment, tu sais, profiter de la technologie moderne pour essayer de se créer un alibi. C'est une façon intéressante d'essayer de le faire, et je suis surpris que d'autres n'aient pas essayé de faire ça par le passé. Mais finalement, ça s'est retourné contre lui, et heureusement, la police et les enquêteurs ont examiné de plus près ce soi-disant direct, qui en réalité n'était pas du tout en direct. C'est l'un des aspects les plus intéressants de cette affaire, ce qui explique son importante couverture médiatique. Oui, je pense que tu as raison, parce que tellement de gens ont toujours leur téléphone sur eux, on utilise toujours les réseaux sociaux. Je veux dire, on fait des directs ici sur Law and Crime tout le temps. C'est vrai, c'est étonnant qu'on n'ait pas vu plus de choses comme ça, puisque les gens le font. Pour revenir à ce que tu disais, c'est super que les détectives aient jeté un coup d'œil rapide et se soient dit « Wow, d'accord, ce type a un alibi. » Mais ils ont pensé « Attends, il y a quelque chose de louche ici, creusons davantage. » Et il s'avère qu'ils ont fini par utiliser leur unité d'enquête numérique pour vraiment faire avancer l'affaire de façon décisive. Tu crois que c'est pour ça qu'il a mis plus de temps à être arrêté une 2e fois, puis inculpé plus tard? Oui, absolument. Apparemment, ils l'ont interrogé à de nombreuses reprises, quelque chose comme 8 fois, si j'ai bien lu. Donc, ils ont dû avoir des soupçons. Il devait sûrement y avoir des preuves importantes suggérant qu'il l'avait fait. Mais ensuite, ils avaient un alibi vraiment solide qui montrait qu'il se trouvait dans un endroit complètement différent à ce moment-là. Diffusion en direct et donc, finalement, je suppose que ça les a amenés à faire venir les bons experts pour essayer d'enquêter. Aurait-il pu truquer ce direct, ce qu'il a finalement fait? Et ça amène à se demander, est-ce qu'il savait qu'il avait cette faiblesse? Est-ce qu'il s'inquiétait qu'il puisse découvrir que ce n'était pas en direct, tu sais, un streaming qui avait été préenregistré?
mais c'est tout de même une façon très particulière de faire croire qu'on se trouve à un endroit alors qu'on commet un crime ailleurs. Oui, tout ça, c'est comme je l'ai dit, je pense que ça montre une grande préméditation ici. Le fait qu'il ait pris du temps à tout organiser et présenter cet alibi aux enquêteurs en disant « Je n'étais même pas là, tout allait bien pour moi ». Et je pense que c'est vraiment la tromperie qui me frappe et c'est aussi quelque chose que tu as mentionné. Pourquoi? Beaucoup de gens s'intéressent vraiment à cette affaire parce qu'il y a ce facteur unique. Il était plutôt connu sur YouTube et le fait qu'il avait cet alibi présumé avec ce live stream. Et en plus de ça, je dois encore le répéter, la tromperie ici, je veux dire, le fait qu'il disait publiquement « Mon Dieu, j'aimais tellement Nathalie ». Il est allé à sa veillée funèbre, il a consolé sa famille. Il a publié sur les réseaux sociaux en parlant de cette tragédie. Je veux dire, penses-tu que quand cela a finalement été jugé, si tu étais l'une des procureurs, tu mettrais cela en avant? Le fait que ce soit cet homme qui s'avère être le meurtrier et qui console aussi sa famille. Oui, je pense qu'il le mettrait forcément en avant. Et d'après ce que j'ai lu, c'était clairement un élément pris en compte lors de la décision de la sentence. Tu sais, cela a eu un impact sur la peine qu'il a reçue. Le juge a noté qu'il avait, tu sais, adopté ce comportement où il faisait semblant de, tu sais, de faire son deuil, de compatir avec la famille face à la tragédie, de publier des choses sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point il était bouleversé, d'échanger des messages avec ses amis à son sujet. Je veux dire, c'était complètement une mise en scène et je pense que cela a influencé la lourde peine de prison qu'il a reçue. Oui, c'est ce qui est si effrayant dans des affaires comme celle-ci, parce que lorsqu'une tragédie comme celle-ci se produit, et ça arrive souvent, il y a un meurtre. Évidemment, les gens réagissent de différentes manières. On ne peut pas forcément leur en vouloir, mais s'ils se rassemblent avec la famille et qu'ils partagent le deuil, qu'on ressent de la peine pour eux et qu'on découvre ensuite que c'est eux qui ont commis cet acte, c'est vraiment effrayant, à tout le moins. Et j'imagine que si on parle de la façon dont Nathalie a réellement été tuée, pour moi, je me demande si tu penses que les procureurs vont vraiment se concentrer là-dessus aussi. La manière dont elle est morte, je veux dire, ça semble tellement intense. Multiples coups de couteau, strangulation, violents coups à la tête et traumatisme par objet contondant. Et pour moi, quand j'entends tout ça mis bout à bout, il me semble que c'était un crime très intense et émotionnel. Ce n'est pas comme si c'était un tireur d'élite à l'autre bout d'un terrain de football, tu vois. Et étrangler quelqu'un, ça semble être un crime très intime. Ce n'est pas quelque chose qui se passe instantanément. Qu'en penses-tu? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, tout d'abord, cela joue aussi sur l'intention. Et pour que les procureurs puissent obtenir une accusation de meurtre, ils devaient prouver à la fois qu'il l'a fait et qu'il avait l'intention de la tuer ou de lui causer de graves blessures corporelles. Et la façon dont cela s'est déroulé, tout d'abord, la violence du meurtre, le fait qu'il l'ait poignardé et étranglé, je veux dire, il n'y a aucun doute sur ce qu'il essayait de faire. De plus, le fait qu'il ait créé cet alibi à l'avance montre aussi son intention. La façon dont il s'est rendu chez elle, tu sais, en espérant qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Je veux dire, tout cela a servi, tu sais, à prouver l'intention, mais le crime était brutal. Et tu sais, cela vient peut-être aussi du fait qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir une arme de poing en Irlande du Nord et au Royaume-Uni. Et donc, peut-être qu'il n'a pas pu se procurer une arme de poing. Avec une arme de poing, ça aurait probablement été moins violent, d'une certaine manière, une mort plus rapide, mais peut-être qu'il voulait aussi une mort lente. Et parfois, malheureusement, on peut voir à la façon dont le crime est commis que quelqu'un cherche à augmenter le niveau de violence parce qu'il est tellement en colère contre la personne. Et c'est probablement aussi ce que le jury a pensé. Mon Dieu, c'est exactement ce que je penserais dans une affaire comme celle-ci, quand tous les faits sur la façon dont elle est morte sont exposés. Et il y a quelque chose que je ne veux pas qu'on oublie ici. Bien sûr, nous avons une femme de 32 ans qui est morte, et elle n'est pas simplement morte, elle a été brutalement assassinée. Mais en plus de cela, elle était aussi enceinte à ce moment-là. Je veux dire, est-ce que cela toucherait encore plus la sensibilité du jury? Oui, absolument. Je veux dire, il a tué un enfant à naître, soi-disant son propre enfant à naître. Et vous savez, et le juge a également noté qu'il avait l'intention de le faire. Il était conscient qu'elle était enceinte. Et donc, cela vous fait aussi vous demander pourquoi il l'a fait de manière aussi violente alors qu'il savait qu'elle portait quelqu'un en elle. C'est vraiment triste. Les faits de cette affaire sont très troublants.
Nous avons beaucoup évoqué l'accusation, sachant comment cela s'est terminé. Mais imaginons qu'il vient d'être inculpé. Nous n'avons pas encore eu le procès, mais nous nous préparons et vous êtes l'avocate de la défense. Quelle défense pourriez-vous envisager pour cet homme? Eh bien, il est à noter qu'il n'a pas témoigné. Et donc, Parce qu'il a choisi de ne pas témoigner et ne l'a pas fait, il a probablement pris cette décision. Ou bien, vous savez, en consultation avec ses avocats, parce qu'il ne voulait pas être contre-interrogé. Alors ils sont limités dans le type de défense qu'ils pouvaient présenter. Ce qu'ils ont probablement essayé de faire, c'est simplement de relever des failles dans les preuves de l'accusation et d'essayer de dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour le relier au crime. Je ne suis pas sûr que les avocats de la défense aient essayé de maintenir la thèse du direct ou non. S'ils l'avaient fait, ils auraient probablement dû avoir, vous savez, un expert en technologie pour aider à expliquer cela. Peut-être qu'il y a eu un peu de cela où ils se disputaient sur la technologie, ce qui pourrait dérouter le jury. Honnêtement, j'ai eu du mal à comprendre comment les procureurs ont pu conclure que ce n'était pas un direct alors que c'était présenté comme tel. Ça avait quelque chose à voir avec la façon dont les données, vous savez, sont en retard par rapport au direct quand c'est enregistré par rapport à quand c'est un vrai direct. Donc il fallait des techniciens pour aider à faire ça. Ils ont sans doute témoigné pour le prouver. Je ne sais pas si la défense a fait venir ses propres experts, mais ils auraient dû essayer de trouver des failles là-dedans et de maintenir l'alibi pour qu'ils tiennent. oui, c'est difficile à contester car tu as raison. Je ne suis pas experte en technologie et je fais confiance aux experts et à leurs témoignages. Mais en gros, il semble que les données soient différentes quand tu fais un direct par rapport à quand tu enregistres et que tu le publies comme si c'était un direct. Et c'est ce qui est si difficile dans beaucoup des affaires que nous couvrons. S'il y a un téléphone portable, tu sais, un message texte envoyé, ou si ton téléphone émet un signal quelque part, c'est assez difficile de contester ce genre de choses. C'est bien ce qui s'est produit ici, puisqu'il a été reconnu coupable. Mais je veux quand même te poser cette question. Tu as mentionné qu'il est plus difficile d'avoir des armes à feu en Irlande du Nord, ou pardon, c'est là que ça s'est passé. En Angleterre aussi, mais c'est un autre sujet. Alors, quels sont les autres points de différence ici? Penses-tu que le système de justice pénale est assez similaire à ce qu'on voit aux États-Unis en ce qui concerne le procès en Irlande du Nord? Est-ce que c'était similaire? Qu'en penses-tu? C'est très semblable à l'Angleterre car elles appartiennent toutes deux au Royaume-Uni et ont des systèmes de common law. Donc de cette façon, c'est aussi similaire à ici, aux États-Unis. C'est un système de common law. Au Royaume-Uni, ils ont différents tribunaux. Je crois que cela aurait eu lieu à la Crown Court parce que c'est un crime très grave. Cela lui aurait donné droit à un jury et il a effectivement eu un jury. C'est donc différent au niveau de la procédure comparé à une affaire criminelle aux États-Unis et à son déroulement. Mais il y a beaucoup de similitudes, tant au niveau de la loi qu'au niveau du processus. Oui, vous avez dit que s'il avait témoigné pour sa défense, il aurait été soumis à un contre-interrogatoire, ce qui est courant aux États-Unis. Finalement, il ne l'a pas fait. Cependant, un jury a quand même fini par le déclarer coupable dans cette affaire. Êtes-vous surprise par le verdict? Non, je ne suis pas du tout surpris. Vous savez, une fois que les procureurs ont pu découvrir que ce n'était pas un direct, et vous savez, ils ont probablement présenté, avec l'aide d'experts techniques, des preuves assez solides que ce n'était pas un direct. Alors je pense que toute son excuse s'effondre, et il devient évident que c'est une ruse. Et après tout, c'est lui qui a fait semblant de la découvrir un jour après l'avoir réellement tuée. Et il devait y avoir des éléments de preuve ADN solides le liant au crime. Et donc, c'était probablement une affaire simple à résoudre à bien des égards, surtout parce qu'il n'avait sans doute pas beaucoup de défense. S'il avait eu une défense vraiment solide ou s'il pensait qu'il paraîtrait crédible devant le jury ou qu'il pouvait faire un appel émotionnel qui toucherait le jury, il aurait probablement témoigné, mais il a choisi de ne pas le faire. Oui, c'est difficile à contester si on a l'ADN, si on a les données du téléphone portable, vous savez, s'il avait son téléphone avec lui et qu'il était localisé à certains endroits. En plus, on a parlé de ce live sur YouTube. Je veux dire, il y avait beaucoup de choses contre lui. Je ne suis pas vraiment surprise par le verdict non plus. Et je me demande si tu es surprise par cette sentence. Donc, il a été condamné à 31 ans. Et ici, aux États-Unis, évidemment, ça dépend de l'État dans lequel tu te trouves, s'il y a la peine de mort ou si c'est la prison à vie. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, avec ou sans, peu importe ce que c'est. Mais là-bas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te parle, les peines qu'ils reçoivent pour des crimes qui, ici, vaudraient la perpétuité, tu ne sortirais jamais. C'est un peu différent. Peux-tu m'expliquer pourquoi il a été condamné à 31 ans?
Oui, je veux dire, 31 ans, c'est une grosse peine là-bas. Évidemment, il y a un peu plus d'accent là-bas sur la tentative de réformer et de réhabiliter quelqu'un après qu'il ait commis un crime. Donc, les peines peuvent parfois être plus légères, mais là, c'est une peine très lourde. 31 ans. Je veux dire, il sera assez âgé quand il sortira de prison si jamais il en sort. Donc, il semble que le grand public en Irlande du Nord, je pense, était satisfait. Je pense que la famille semblait satisfaite. Je n'ai rien vu indiquant qu'il voulait une peine plus longue. Bien que la famille ait eu l'impression d'une peine à perpétuité, nous l'avons perdu pour toujours. Nous avons perdu l'enfant à naître, ce petit enfant qui aurait eu des grands-parents aimants. Donc, vous savez, je suppose que d'une certaine manière, peut-être qu'ils auraient souhaité qu'ils reçoivent aussi une peine à perpétuité comme eux. En apprenant ce qui est arrivé à sa famille, j'ai vu de nombreuses publications de ses frères, sœurs ou parents. Ils organisent des marches en mémoire de Nathalie, vous savez, pour sensibiliser à la violence domestique. C'est tellement triste de parler d'une affaire comme celle-ci parce qu'elle était totalement évitable. Cela n'aurait jamais dû arriver. C'est vraiment triste tout ce que nous avons dû aborder aujourd'hui. Merci David Tifouri de nous avoir guidés dans cette affaire. Merci. Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale nous quitte pour l'instant. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous retrouve la prochaine fois.